Alors samedi soir, le président des États-Unis a déclaré la plus grande guerre, la plus grande attaque massive depuis 1945 en prévision contre l'Iran. Et puis, grosso modo, il a annulé 3 paragraphes plus bas, dans le même message. Non mais attendez, attendez, je vous relis ça parce que je crois que vous n'avez pas vraiment capté ce qui vient de se passer. Le même texte, le même poste, le même gars, il a commencé par « On va frapper l'Iran avec une puissance jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale » et il termine par « Ouais, bah finalement, non ». Et pendant que le monde entier regardait ce sketch avec des yeux ronds, il s'est passé autre chose. Un truc dont personne ne parle. Un truc qui, à lui tout seul, ne fera peut-être pas la une, ne fera pas de bruit, ne fera pas de tweet, mais qui pourrait peut-être très bien être le vrai sujet de ces 12 prochains mois. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le lundi 3 août. Et comme tous les lundis, on commence la semaine en digérant les tergiversations de Donald Trump. Au menu aujourd'hui, un président qui déclare et annule une guerre en 3 paragraphes, un baril de pétrole qui fait le yo-yo pendant que votre plein reste hors de prix, 3 membres de la Réserve fédérale qui viennent de faire un truc qu'on n'avait plus vu depuis très très longtemps. Et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai le chiffre qui, pour moi, est le vrai danger de cette rentrée. Pas la guerre, pas l'Iran, juste un chiffre, un seul chiffre. Alors restez bien jusqu'au bout, c'est parti. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. On va déjà reprendre le déroulé de base parce qu'il faut quand même le vivre en direct pour y croire. Tellement c'est de la science-fiction ce qui est en train de se passer géopolitiquement parlant. Alors samedi, le plus grand clown du monde publie sur son réseau social. Et il écrit, je cite, « Les États-Unis sont prêts à frapper la République islamique d'Iran à des niveaux de terreur militaire, de force et de puissance jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale. » Bon là, normalement, vous vous dites, ça y est, on y est, ça va partir en sucette, sauf que 3 paragraphes plus bas, juste 3 paragraphes dans le même message, il annule tout. Et la raison, accrochez-vous, la raison c'est l'Iran nous l'a demandé. L'Iran donc, l'ennemi juré, celui qu'on bombarde depuis le 28 février, celui qu'on appelle des ordures depuis 3 semaines, eh bien ils auraient poliment levé la main, genre au fond de la classe, pour demander une petite pause. Et le président des États-Unis aurait dit « Ah bah oui, bien sûr, mais pas de souci !» Vous y croyez, vous? Non, parce que les Iraniens, eux, ils n'y ont pas cru une seconde. Dimanche matin, l'agence de presse iranienne répond que c'est un mensonge, que Trump est un menteur, que Téhéran n'a jamais rien demandé du tout et que leurs forces sont en état d'alerte maximale, prêtes au combat. Donc on a un président qui dit « ils m'ont supplié » et un pays qui dit « oh, non, on n'a rien demandé. Viens si t'es un homme. » Et c'est pas fini, parce que dimanche soir, Trump remonte dans l'avion, il parle aux journalistes, et là, il change encore de version. Nouvelle mouture, en fait, non, c'était pas l'Iran, c'était l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Qatar qui ont demandé, et puis, il va y avoir un accord sur Hormuz, et puis ensuite, il y aura un accord sur le nucléaire, et je cite, on pourrait même dire sur la dénucléarisation de l'Iran. Pipo, pipo, pipo. Alors, la vraie histoire, celle que racontent les médias qui ne sont pas à la botte de la Maison-Blanche, elle est un petit peu plus sobre et un peu plus flippante également. Les Saoudiens auraient appelé Trump quelques heures avant le déclenchement de la guerre totale mode 1945 Empire pour le supplier de se calmer. Oui, le supplier de se calmer, mais aussi, et c'est là que ça devient savoureux, pour lui demander quelle était vraiment la stratégie américaine. Oui, vous avez bien entendu. Le prince héritier saoudien, MBS, a téléphoné au président des États-Unis pour savoir ce qu'il comptait faire. C'est-à-dire que même les gens qui ont des bases américaines chez eux, qui achètent les avions américains, qui financent la moitié du bazar, même eux décrochent leur téléphone pour demander c'est quoi le plan exactement? Et le plus beau dans tout ça, c'est que je suis même pas certain que Trump lui-même, il ait la moindre idée de la réponse à donner, la moindre idée de sa stratégie, pour autant qu'il en ait une. Maintenant, le truc que personne ne vous dit et qui bloque absolument tout depuis 6 mois, est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas d'accord sur le détroit d'Ormuz? C'est pas une histoire de nucléaire, c'est pas une histoire d'idéologie, c'est même pas une histoire de fierté nationale, c'est une histoire de péage. L'Iran veut simplement faire payer les bateaux qui passent dans le détroit d'Ormuz.
un péage, comme sur l'autoroute, sauf que là, c'est sur 20% du pétrole mondial. Et alors, pendant que Trump vend son accord imminent, eh ben hop, cette nuit, explosion, à proximité immédiate d'un pétrolier au nord-est de Kazab. Pas de victimes, pas d'origine identifiée, personne qui ne revendique rien du tout, juste un gros BOUM dans la nuit pour rappeler à tout le monde que la paix dans cette région, elle se mesure en heures, voire en minutes. Alors évidemment, ce matin, le pétrole se prend environ 6% dans la figure. Parce que oui, la paix est proche. Enfin, pour ceux qui y croient encore, et pour ceux qui pensent surtout que Trump est réellement sain d'esprit. Le baril américain repasse sous les 80 $, et tout le monde applaudit. Sauf que, souvenez-vous quand même que le mois dernier, ce même Brent avait pris 23% en un mois. Et maintenant, le truc qui devrait vous énerver, c'est que le baril fait le yo-yo à 25% dans un sens, 6% dans l'autre, il monte, il descend, il remonte, il monte, il redescend. Et le prix à la pompe, lui, lui, il n'a pas bougé d'1 millimètre vers le bas, 4 $ le gallon aux États-Unis, pas mieux dans la grande banlieue genevoise. Le pétrole descend et l'essence, elle descend pas. Au moins, elle ne monte pas trop pour l'instant, mais elle descend pas. Alors, si un jour quelqu'un vous explique que le prix à la pompe suit le cours du baril, vous pourrez sourire poliment et changer de sujet. Et alors, pendant ce temps-là, le PEP, avec un sens du timing absolument admirable, a annoncé dimanche qu'ils augmentaient la production de barils de 188 000 barils par jour dès le mois de septembre. Alors, traduction pour ceux qui débarquent, les producteurs voient la prime de guerre en train de s'évaporer et ils se précipitent simplement pour vendre du volume tant que le prix reste encore relativement correct. Oui, parce que quand le cartel ouvre les vannes, c'est jamais de la générosité, il ne faut pas croire que c'est ça, c'est juste de la sortie de position. Et puis mine de rien, il faut quand même bien payer le leasing des 64 Porsche avec les jantes chromées qui sont garés dans le garage. Bon, voilà pour le spectacle, voilà pour le cirque, voilà pour ce qui va faire les gros titres toute la journée. Maintenant, j'aimerais qu'on parle 2 minutes de ce qui s'est vraiment passé cette semaine. Parce que pendant que tout le monde regardait le clown gesticuler, il y a 3 personnes à la Fed qui ont fait un truc que j'avais plus vu depuis un moment, et ça, on n'en parle pas trop pour l'instant. Mercredi dernier, la Fed a laissé ses taux inchangés, souvenez-vous, 5e fois d'affilée, rien de neuf, tout le monde s'en fout, on passe à autre chose, sauf que il y a 3 présidents de Fed régionales qui ont voté contre. Hamac à Cleveland, Logan à Dallas et Kashkari à Minneapolis. Et attention, hein, ils n'ont pas voté pour une baisse, ils ont voté pour une hausse des taux, 25 points de base. On est donc en 2026, après 4 ans de marché haussier, après des mois où on nous a vendu des baisses de taux, de la détente et de l'argent facile, de l'argent pas cher. Et là, on a 3 membres du comité politique monétaire américain qui votent en plus, qui viennent d'écrire noir sur blanc que la Banque centrale n'est pas assez restrictive. Alors, si vous écoutez ce que dit Hamac, parce que c'est le passage qui pourrait vous empêcher de dormir, elle n'a plus aucune confiance dans un retour spontané de l'inflation à 2%, et surtout, elle voit les pressions venir de la demande et pas de l'offre. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, parce qu'elle est quand même juste monstrueuse. Si l'inflation vient de l'offre, une guerre, un baril qui explose, un bateau coincé quelque part, vous pouvez attendre, ça se règle tout seul quelque part. Vous serrez les dents 6 mois et ensuite, pouf, ça passe. Mais si elle vient de la demande, ça veut dire que les gens dépensent, que les entreprises peuvent augmenter les prix sans perte de clients et que ça se généralise partout dans l'économie. Et ça se règle pas tout seul, ça se règle avec des taux plus hauts, point final. Résultat, le marché price aujourd'hui 63% de probabilité d'une hausse des taux pour le prochain FOMC meeting. On en saura certainement plus encore à Jackson Hole à la fin du mois d'août. Alors que, quand même, il y a 6 mois en arrière, on nous vendait des baisses de taux à tire-larigot. Ne l'oublions pas quand même. Et c'est là que ça devient quand même très intéressant, parce qu'au milieu de tout ça, le nouveau patron de la Fed, Kevin Warsh, donne sa conférence de presse et les analystes en sont ressortis avec des notes intitulées, et je ne plaisante pas, « Deviche et confus ». Ce qui, dans ce milieu, est à peu près l'équivalent d'un carton rouge mode FIFA sous Infantino. Et qu'est-ce qu'il dit donc, Warsh ? Qu'une hausse ne serait peut-être pas nécessaire. Pourquoi ? Parce que les rendements obligataires avaient déjà fait le boulot à sa place. Il faut reconnaître que globalement, c'est courageux. Sous-traiter la politique monétaire de la première économie mondiale au marché obligataire lui-même, c'est une approche, disons, novatrice. Et je dirais même novatrice sportive. Et alors, vous savez ce que le marché obligataire a répondu ? Je peux pas vous le faire à l'écran parce que donc c'est pas poli, mais disons que ça ressemble quand même globalement à un gros doigt d'honneur.
Le 30 ans américain est monté à 5,24, c'est son plus haut niveau depuis 19 ans. Et là, j'aimerais juste qu'on s'arrête 2 secondes parce que c'est quand même le moment critique de cette vidéo. Normalement, quand le patron de la Banque centrale se montre accommodant, quand il dit « on va peut-être pas monter les taux », et les taux longs baissent. C'est mécanique, c'est ce qu'on apprend généralement au premier jour d'école. Mais là, ils sont montés. Après, donc c'est pas un mouvement technique, c'est pas un bug, c'est pas de la volatilité de fin de mois, c'est un vote de défiance. Les obligataires sont en train de dire à Warsh, écoute mon gars, on ne te croit pas capable une minute de tuer l'inflation, donc on va exiger d'être payé plus cher pour te prêter du pognon. Je vais vous dire un truc, sans vouloir être négatif, parce qu'on va faire forcément la critique après, mais après 30 ans à regarder ce cirque dans tous les sens, quand le marché obligataire cesse de croire à la Banque centrale, c'est rarement le début d'une histoire d'amour. Alors vous allez me dire, oui mais Thomas, si les taux longs montent, si la Fed perd le contrôle, pourquoi les marchés ne s'effondrent pas ? Excellente remarque, et la réponse est assez fascinante, c'est parce que le marché refuse de rendre les armes, pour l'instant il ne baisse pas, il tourne, il fait de la grande rotation sectorielle. Personne ne veut sortir, alors on déplace le pognon de la tech vers les banques, des banques vers l'énergie, de l'énergie vers la santé. C'est une espèce de jeu de chaises musicales géant où personne n'accepte de s'asseoir. Et pendant ce temps-là, en Asie, ça part complètement en vrille. Vendredi, le yen bondissait sur des rumeurs d'intervention et tout le monde a acheté du yen sur la rumeur. Ce matin, Tokyo confirme l'intervention et on est reparti dans la même vague, encore redéfonçage de yen une deuxième fois. Et on a réussi à faire mentir ce vieux dicton qui date de plus de 100 ans. Achetez la rumeur et vendez la nouvelle. Et alors, il faut écouter aussi la justification de Trump pour cette intervention conjointe. Il a dit « Le yen s'affaiblissait et il voulait un peu d'aide et nous, on est toujours prêts à aider le Japon. » Une intervention sur les devises, ça marche parce que le marché a peur, pas parce que c'est mignon. Donc, affaire à suivre, mais la seule chose qu'on sait, c'est que généralement, ce genre d'intervention ne dure jamais très longtemps et ça ne marche que très rarement. Quant à la Corée, moins 22% en juillet, pire mois depuis octobre 2008, plus 18% vendredi dernier en une seule séance, et puis moins 5,5% ce matin, et ça reste quand même à plus 50% de performance sur l'année. Alors c'est pas un marché, c'est un flipper, tout simplement. Puis alors, maintenant, dernier truc, la semaine dernière, on a eu un test grandeur nature sur l'intelligence artificielle. La question était simple, est-ce que les investisseurs acceptent encore de financer l'IA sur parole ? La réponse est clairement non. C'est fini, ils veulent des reçus, ils veulent un contrôle des coûts. Microsoft a récupéré 450 milliards de capitalisation en une seule séance, Amazon a pris 15% vendredi, et du côté obscur de la force, Meta s'est fait défenestrer sur un cash flow qui devient négatif, et Apple a vécu sa pire journée depuis les histoires de droits de douane. Le message aujourd'hui est limpide. On ne punit plus les dépenses, on punit l'absence de preuves, l'absence de tickets de caisse. Microsoft dépense des fortunes et prend 16%, Meta dépense des fortunes et perd 8%. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui a montré le chiffre d'affaires en face et pas l'autre. Fin de la période de grâce, période qui aura duré quand même 3 ans. Et puis alors, cette semaine, on a le vrai spectacle qui arrive mercredi soir avec SpaceX. Introduite en bourse à 135 $ en juin, montée à 201 en 3 jours, aujourd'hui 46% sous ce top de 201 et 20% sous le prix de l'IPO. La capitalisation est passée de 3 000 milliards à 1 400 milliards et ça se paye encore 35 fois les ventes. Le segment intelligence artificielle a brûlé 7,7 milliards d'investissements pour 818 millions de revenus au trimestre précédent, 9 $ dépensés pour 1 $ encaissé. Et le bouquet final, 912 millions d'actions sortent de blocage le 6 août, 2 jours après les résultats. Alors, publier ses premiers chiffres 48 heures avant de lâcher 1 milliard d'actions dans la nature, c'est soit du courage remarquable, soit un timing d'une cruauté abominable. Mais bon, on aura la réponse jeudi. Alors si on fait le bilan ce matin, eh bien on a un président qui déclare la plus grande guerre depuis 1945 et l'annule dans le même message en expliquant que c'est sa victime qui l'a supplié, un cartel pétrolier qui ouvre les vannes pile quand la prime de guerre s'évapore, une banque centrale dont 3 membres veulent serrer la vis, un patron qui sous-traite le boulot au marché obligataire et un marché obligataire qui répond en envoyant le 30 ans au plus haut depuis 19 ans. Un indice coréen qui fait moins 22, plus 18, moins 5,5 et qui reste quand même à plus 50% sur l'année.
On a connu des marchés plus paisibles, je dirais. Mais si je dois vous laisser avec une seule idée ce matin, et pour autant qu'on puisse avoir des convictions dans ce marché, la voici. Le vrai risque aujourd'hui, c'est plus la guerre. La guerre, on dirait que le marché l'a complètement digéré, encaissé, tradé dans tous les sens et rangé dans la case bruit de fond. Le vrai risque, c'est ce 30 ans à 5,24% qui monte pendant que le patron de la Fed se montre gentil. Parce que ça, c'est pas une opinion sur l'inflation, c'est une opinion sur la Fed elle-même. Et le jour où le marché obligataire arrête pour de bon de croire à la Banque centrale, c'est pas sûr qu'une petite rotation sectorielle suffise à nous sauver les fesses. Voilà, les futurs sont en hausse ce matin, plus ou moins 0,5%, parce que le pétrole baisse, parce que Trump a dit que tout allait bien, et parce qu'il faut bien faire quelque chose de son lundi matin. Pour le reste, vous connaissez la musique, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on active la cloche et si ce n'est pas encore fait. Je précise encore que malgré les vacances, on a fait un carton sur le trafic de la chaîne en juillet, qu'on a des vidéos qui ont tapé les 36 000 vues et tout ça, c'est grâce à vous. Merci donc et à demain depuis mon studio. Allez, bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.